Bienvenue, mesdames et messieurs. On poursuit notre édition de direct et on passe à notre deuxième reportage. Au cours des dernières années, la Grande-Bretagne traverse une crise socio-économique profonde marquée par une augmentation alarmante du taux de pauvreté. Selon plusieurs estimations, près de 14 millions de familles se trouvent aujourd'hui dans une situation de précarité, luttant quotidiennement pour subvenir à leurs besoins essentiel. Cette situation critique s'est intensifiée avec les répercussions économiques et géopolitiques liées à la guerre avec l'Iran, bien entendu, comme dans d'autres pays dans le monde. Un reportage. L'un des principaux facteurs aggravants est la hausse du coût de la vie. Le prix de l'énergie a connu une augmentation significative, conséquence directe des tensions internationales et des perturbations des marchés mondiaux du pétrole et du gaz. Cette flambée des prix a entraîné une hausse généralisée des biens de consommation, notamment l'alimentation et les services de base, rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile pour les ménages à faible et moyen revenus. Par ailleurs, les chaînes d'approvisionnement ont été fortement perturbées, provoquant des pénuries et une inflation persistante. Les petites entreprises, déjà fragilisées par des crises précédentes, peinent à survivre, ce qui se traduit par des pertes d'emplois et une augmentation du chômage. Cette situation accentue les inégalités sociales et creuse davantage le fossé entre les différentes classes de la société britannique. Les services publics, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, subissent également une pression accrue. Le manque de financement et l'augmentation de la demande rendent difficile l'accès à des services de qualité, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Face à cette crise, les organisations caritatives et les banques alimentaires jouent un rôle crucial en apportant un soutien d'urgence aux familles en difficulté. Toutefois, leurs ressources restent limitées face à l'ampleur du problème. La situation actuelle en Grande-Bretagne met en lumière les conséquences profondes des crises internationales sur les économies nationales. Sans mesures efficaces et durables, des millions de familles continueront de vivre dans l'incertitude et la précarité, soulignant l'urgence d'une réponse politique et économique coordonnée. Passons à présent à notre dernier reportage. Face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient et aux pressions croissantes de l'administration de Donald Trump sur Téhéran, Pékin et Moscou coordonnent leur mise en garde contre un embrasement régional généralisé. Un commentaire. La diplomatie chinoise, par la voix de son porte-parole, Lin Yan, a exhorté l'ensemble des parties en guerre en Iran à rompre le cercle vicieux des opérations militaires, particulièrement dans la zone stratégique du détroit d'Ormuz. Cette position rejoint celle de la Russie, qui rejette toute fermeture de cette voie maritime vitale, tout en liant l'instabilité du détroit à un apaisement global. Le Kremlin, par l'entremise de Dmitri Peskov, insiste sur l'urgence d'un règlement politique et diplomatique pour désamorcer une situation qualifiée de catastrophique. Pour les deux puissances, seul un cessez-le-feu immédiat permettra d'éviter une dérive sécuritaire dont les conséquences dépasseraient largement les frontières du Golfe. La Russie a estimé que seule la voie politique et diplomatique pouvait aboutir à une désescalade au Moyen-Orient après les menaces du président des États-Unis, Donald Trump, de détruire les centrales électriques en Iran si Téhéran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz. La situation aurait dû passer il y a déjà longtemps à une voie de règlement politique et diplomatique. C'est la seule chose qui puisse contribuer efficacement à désamorcer la situation catastrophique tendue qui règne actuellement dans la région, a dit le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. La Chine aussi a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat, à la mise en garde contre le risque que la situation ne devienne incontrôlable au Moyen-Orient, a déclaré un porte-parole des affaires étrangères chinoises.
terminons par notre intervention téléphonique avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Medighi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à vous. Alors, Monsieur l'ambassadeur, puisque nous avons très peu de temps avant le journal télévisé où nous devons terminer, je voudrais vous demander, à votre avis, cette guerre, elle va se prolonger encore jusqu'à combien de temps? Alors ça, vous demandez une question qui est vraiment impossible à répondre à ce moment-là, étant donné que on entend des déclarations qui sont parfois contradictoires. Parce que de la part, on entend le président Trump, par exemple, qui prolonge le délai avant de bombarder tous les sites civils de l'Iran. Et d'autre côté, on entend le même président parler de tout détruire dans l'Iran s'ils ne vont pas se soumettre à sa volonté. Du coup, de l'autre côté, les Iraniens disent qu'ils sont prêts aussi à parler, mais en même temps, ils ne font que de continuer à bombarder, que ce soit dans les pays du Golfe ou en Israël. Alors, pour vraiment répondre à cette question, je pense que c'est assez difficile de répondre en ce moment. Mais quand même, on a des indices. Les indices qui sont là que je pense que les États-Unis, notamment le président Trump, à cause de la pression interne, veut terminer cette guerre le plus vite possible. N'oublions pas qu'il a une question qui est très importante devant lui, qui sont les élections parlementaires qui devront se dérouler en novembre cette année. Alors il veut préparer la scène pour pouvoir assurer une victoire pour son parti, le parti républicain. Alors, il veut terminer sa guerre en n'oubliant pas que le président Trump a déclenché cette guerre à cause de la pression israélienne. Alors là, encore une fois, on a Israël qui veut continuer cette guerre. Elle est sûre qu'elle ne pourra pas avoir une meilleure chance avec un meilleur président qui est l'ami le plus intime d'Israël depuis des décennies et même depuis la création de l'État d'Israël. Alors Israël veut à tout prix continuer, notamment le Premier ministre israélien qui avait parlé de ce rêve depuis 40 ans de détruire l'Iran. Alors il n'aura pas une meilleure chance. Oui, mais Monsieur l'ambassadeur, pour la première fois, Israël a subi de vraies pertes et des pertes lourdes durant cette guerre. Donc comment voudrait-il poursuivre la guerre? Non, il doit continuer cette guerre parce qu'il regarde, il pense à l'Iran comme un risque et un danger existentiel pour l'État d'Israël. Ce qu'ils ont alimenté à leur peuple depuis des années et des années. C'est pour ça que même s'il y a des dégâts, que ce soit des dégâts matériels ou même en personne, cela est un prix qui vaut la destruction de l'État de l'Iran, notamment si on peut arriver au changement de régime et le régime des mollahs qui trouve ou qui juge qu'il est un régime terroriste et qu'il ne doit pas rester en pouvoir. Alors, ce sont les deux questions fondamentales. Alors, oui, mais est-ce que vous pensez que ce changement pourrait arriver en Iran? Pardon? Est-ce que ce changement de régime pourrait avoir lieu en Iran? Non, je ne crois pas. On a vu exactement le contraire se passer devant nos yeux, malgré qu'il y avait des démonstrations contre le régime iranien. Mais une fois que les Iraniens sentent que leur pays est menacé de la part des Américains et des Israéliens, ils sont tous autour de leur leadership pour défendre leur pays. Alors, au contraire, ce qu'on voit, c'est que le régime qu'on pensait et qu'on jugeait après la mort du guide suprême, l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei au début de la guerre, que le système va désintégrer, mais non, le régime est plus fort au pouvoir et les Iraniens aussi sont plus forts de ce point-là. Alors je trouve qu'il est trop prématuré de parler d'une fin de la guerre, notamment avec les troupes additionnelles que cherchent les États-Unis de la part de l'Asie et tout cela. Alors je pense que on se prépare pour encore quelques semaines avant que cette guerre va terminer. Malgré les efforts très sages de l'Égypte, accompagnés avec la Turquie et le Pakistan et l'Arabie saoudite, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de volonté politique
de la part des partis en guerre pour arrêter cette guerre qui ne devrait pas se passer. Est-ce que vous pensez que d'autres partis pourraient être impliqués à cette guerre? Alors, pour le moment, il n'y a que les partis qui sont en train de médier entre les deux partis. Mais de la part de l'Union européenne, je pense qu'on ne peut pas avoir une décision unifiée. Comme vous avez vu, il y a eu une déclaration commune de la part de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre et de l'Italie et de l'Espagne contre cette guerre et qu'on ne doit pas participer, tandis qu'il y a des participations au point de vue logistique, mais pas de point de vue militaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui met maintenant même l'OTAN en tant qu'organisation en péril et peut-être en danger de continuation. Alors, c'est pour ça que moi je trouve qu'on doit regarder à ce qui peut se passer après cette guerre. Je pense que beaucoup de choses vont changer, que ce soit au niveau de l'OTAN ou que ce soit au niveau du Moyen-Orient. Monsieur l'ambassadeur, vos propos sont passionnants. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Direct, donc je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à demain et avec un nouveau collègue. Au revoir.